Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va reparler de ma collection de montres. Vous savez qu'en 2020, j'ai recentré ma collection vers des diamètres un petit peu plus petits, adaptés à mon poignet, donc idéalement des 36 mm. Et donc il y a quelques jours, je publiais une vidéo sur les entrées et les sorties de 2020. Cette fois-ci, je viens vous parler des rescapés de 2020, donc les montres qui sont passées à travers tout, les montres que je n'ai pas revendues et que je vais garder très probablement en 2021. Alors comme la dernière fois, on va les passer en revue et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'à l'époque j'ai acheté ces montres, quand je les ai achetées, et puis surtout on va parler prix, on va parler argent, à combien est-ce que je les ai achetées ou négociées. On va commencer avec la Speedmaster. Alors c'est une montre que j'ai achetée en 2017 et c'est une montre qui me parlait beaucoup grâce à l'homme qui a marché sur la Lune, évidemment. Fin des années 80, mon père m'a offert un livre sur les planètes et là j'ai vu notamment sur Mars qu'il faisait à midi qu'il faisait 20 degrés. Donc comme j'étais tout petit, je me suis dit en fait c'est très facile. Il suffit que j'ai une bonbonne d'oxygène et je peux aller sur Mars à midi. Eh bien, plus loin dans le bouquin, il parlait évidemment de l'homme qui avait marché sur la Lune. On était fin des années 80, donc ça faisait à peine 20 ans que l'homme y était arrivé. Et voilà, c'est un sujet qui commence un petit peu à ce moment-là à me captiver. La conquête sur la Lune, pas la science, ou malheureusement pas la science en fait. Et donc, on se retrouve quelques années plus tard, en 2007. Là, je passe devant un marchand, une boutique qui vend des speed et neuf, le prix était, je me souviens, de 2300 quelque chose, mais à ce moment-là j'avais vraiment pas les fonds, je pouvais pas me l'offrir. Je me souviens, j'avais vendu ma Ford Focus de l'époque pour 3000 € et à la place j'avais acheté un iMac flambant neuf et donc pas de montre pour moi à cette époque-là. 2 ans après, c'est 2009, les 40 ans de l'homme sur la Lune, je ne l'achète pas non plus parce que en fait, j'économisais pour 2010, l'année où je me suis offert la GMT Master 2. Et puis en 2017, là je me dis, voilà, maintenant c'est le moment de faire le pas, il faut que tu complètes ta connexion par une montre beaucoup plus, pas beaucoup plus iconique que la GMT, mais beaucoup plus portable. Parce qu'en fait, déjà à l'époque, la GMT avait pris beaucoup. Et je trouvais que c'était un peu dangereux de me balader avec. Et puis elle m'excitait moins déjà, donc même si c'est une montre qui m'a donné beaucoup de plaisir, mais voilà, j'avais envie de porter, d'arborer un autre symbole et une montre iconique. Donc évidemment, naturellement, le choix s'est porté sur cette Speedmaster que j'ai acheté en particulier pour la somme de 2750 €. Alors elle est venue full set, papier, boîte traditionnellement pelée. Lui, il l'avait mis à 3000 €, puis je l'ai un petit peu négocié. C'est un modèle 2013 et donc c'est la référence 35-70-50. Alors c'est une référence que j'aimais beaucoup parce que en fait c'est la dernière des speed mécaniques à avoir été utilisée dans l'espace et à avoir effectué une sortie extravéhiculaire. Donc c'est-à-dire dans la station spatiale, eh bien, ils sont sortis, ils ont été faire un tour dehors et ils l'avaient au poignet. Et en fait, ça n'a pas duré très longtemps puisque ce modèle est sorti, cette référence pardon, est sortie en 1996 et déjà en 2000, je crois qu'ils avaient la Speedmaster, voilà, la X33 qui elle est dédiée aux sorties extravéhiculaires et à la conquête de l'espace, je vais dire. Donc voilà, elle a fait quelques sorties extravéhiculaires et moi je trouvais que ça lui donnait un peu de légitimité. Et puis il faut dire aussi qu'à l'époque, la nouvelle Speed de l'époque, donc on était en 2017, mais il y a une Speed qui est sortie en 2014, celle qui venait avec une énorme boîte qui venait avec une loupe et tout un tas de choses. Celle-là n'avait pas été en sortie extravéhiculaire et du coup je trouvais que ça lui donnait un peu moins de légitimité et puis surtout elle était beaucoup plus chère, donc en fait ça m'arrangeait très bien. Après coup je me dis que même si j'avais eu celle de 2014, en fait il n'y a pas de problème, il n'y en a pas une qui est plus légitime que l'autre, c'est juste mon état d'esprit à ce moment-là. Donc j'ai choisi par contre de prendre un modèle avec les alites et le fond plein parce que ouais, j'imaginais que là aussi c'était plus se rapprocher de la montre iconique, celle de l'époque. Donc c'est une montre qui fait 42 mm et qui est assez grande sur le poignet, mais qui quand même, malgré tout, me va bien. Et donc voilà, c'est une combinaison de facteurs qui me pousse à la garder. Je suis assez attaché aussi à cette montre. On passe maintenant à la montre suivante qui est
Aussi une montre à remontage manuel et qui est une Hamilton H3 militaire. Alors c'est une montre que j'avais décidé d'acheter parce que je rêvais d'avoir la Dollar Watch. À ce moment-là, en fait, je m'y connaissais moins que maintenant. Je ne dis pas que je suis un puits de science, hein, mais à l'époque, je m'intéressais moins que maintenant. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'imaginais que cette montre était la Dollar Watch, donc c'est-à-dire la montre qui était en dotation chez les Américains lorsqu'ils combattaient pour la guerre de Corée. Et en fait, elle s'appelait la Dollar Watch parce que sur place, les Américains l'échangeaient contre des biens de première nécessité qui étaient des vêtements secs, du déodorant, de la nourriture, etc. Et moi, je trouvais ça très sympa comme concept, mais en fait, je me plante complètement et j'achète pas la Watch, pardon, j'achète cette montre-ci, donc Hamilton Kaki Mechanical. J'en ai dédié un épisode entier, c'est d'ailleurs le tout premier épisode de la chaîne Copain des Montres. Et c'est une montre que j'ai achetée sur eBay à un particulier et j'ai dû la payer, c'était un Bruxellois, j'ai été la chercher moi-même, j'ai dû la payer 170 euros. C'est une montre qui maintenant, lorsqu'elle est en bon état, va s'échanger plutôt autour des 400 euros. Alors c'est 34 mm, remontage mécanique, je l'ai dit, et en fait ses cornes sont assez longues, donc elle a une belle petite présence au poignet. Bon voilà, j'ai un petit poignet, et c'est une très petite montre, mais voilà, chez moi je trouve qu'elle passe bien. Alors on peut voir que entre temps le plexi s'est fendu, donc tout ça c'est arrivé depuis que je l'ai, et on peut voir aussi qu'elle penche un petit peu sur la gauche, hein, elle n'est pas tout à fait alignée, c'est apparemment un défaut tout à fait typique de ce modèle. On passe à la suivante, l'Omega Seamaster 321 Chrono, donc c'est un modèle de 1966, eh bien, que j'ai récupéré dans la famille, en fait, qui appartient d'ailleurs à la famille, et on va dire que pour l'instant c'est moi qui le garde. Donc c'est un modèle qui s'appelle Seamaster, mais qui quelques mois après être sorti, eh bien, a été rebadgé de ville, donc je pense qu'à ce moment-là, dans les années 60, Omega a dû restructurer sa gamme avec d'un côté les Genève, de l'autre côté les Deville qui étaient mieux finis, et puis les Seamaster, les vrais Seamaster cette fois-ci, parce que celle-ci, je ne pense pas qu'elle ait été un jour destinée à faire de la plongée. Donc le modèle 321, calibre 321, pardon, qui a été testé pour être apte à voler et à équiper les astronautes, donc à l'aide de la Speedmaster. Alors c'est une montre donc, que j'ai récupérée en 2007 et que j'ai tout de suite, bon, en fait j'ai remarqué assez vite qu'elle avançait, elle avançait même de 1h30 par jour lorsque le chrono était allumé. Et donc il a fallu attendre longtemps pour que je daigne en fait la réparer, je ne veux pas dire la restaurer, mais en fait l'entretenir parce que la personne qui la possédait auparavant, eh bien cette personne, à mon avis, ne l'avait pas ouverte. Et donc j'ai budgété toute une somme pour pouvoir me préparer au pire. Et c'est en 2018 que j'ai fait l'entretien de cette montre qui apparemment eh bien, avait un mouvement qui était encore très bon. Donc ils ont juste changé le saphir, pardon, les élites, et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont changé 2-3 petites pièces à l'intérieur, mais voilà, moi j'avais entendu un jour en allant chez un vendeur pro qu'un des horlogers sur place eh bien, remontait le 321 les yeux fermés, et du coup ça m'avait donné confiance pour aller la mettre chez cet établissement. Un entretien qui m'a coûté environ 700 euros et que je regrette absolument pas puisque maintenant elle tourne vraiment parfaitement. Si on regarde un petit peu, hein, mais je vous en parlerai un jour beaucoup plus en détail, mais vous voyez qu'on est vraiment sur une montre ancienne parce qu'on est déjà sur un petit chrono et alors ils ont essayé de tout mettre à l'intérieur. Vraiment, il n'y a rien qui a été coupé. Maintenant, même sur du 42 mm, vous pouvez voir qu'il y a des cadrans, pardon, il y a des index, même des chiffres arabes qui sont coupés, mais ici, non, ils ont vraiment mis un point d'honneur à tout intégrer dedans. Et donc, c'est une montre très fine. Et enfin, la dernière montre de la collection, c'est la Tissot, dont j'ai également déjà abondamment parlé dans un épisode dédié dans lequel je compare ce modèle qui est le modèle automatique au modèle plus récent qui est le Powermatic 80. Donc c'est une Tissot que j'ai achetée en 2013 à l'aéroport de Zaventem. Je l'ai eu pour environ 320 euros et je pense qu'à l'époque elle s'est échangée neuve pour 380 euros, 400 euros. Voilà, maintenant le nouveau modèle s'échange pour je pense 480 ou 500 euros.
Alors, c'est un modèle qui m'avait beaucoup parlé parce que j'étais à la recherche à ce moment-là, en 2013, d'un modèle plutôt habillé, mais récent. Et le fait qu'il y ait des index en chiffres romains, le fait qu'il ait un cadran gaufré, des aiguilles sans Luminova, eh bien tout ça, ça me poussait à me tourner vers elle. Et puis aussi, voilà, c'était une montre, je vais dire une montre de connaisseur, une montre passion, mais également une montre raison, puisque dedans on avait un bon mouvement, bien solide, automatique, et elle était bien finie. Voilà, maintenant c'est une montre que j'aime bien, que je porte encore de temps en temps. Là je la fais un peu revivre sur un étau style tropical, je trouve ça marrant comme tout. C'est du 19 mm. Alors dans la collection, quand on regarde un petit peu, j'ai du 17 mm, du 18 mm, il y a du 19 ici et du 19 là, et puis on a le 20 mm avec celle-ci et celle-là. Et ces deux-là, je n'ai jamais vraiment calculé, je devrais un peu regarder. Au niveau de la collection, qu'est-ce qui me manque? J'ai envie de dire rien du tout, parce que finalement, on n'a pas besoin de montre pour avoir l'heure, mais il y a quand même certaines choses que j'ai envie d'acquérir. Donc ça va être par exemple une complication réserve de marche. Je trouve ça beau, c'est souvent bien intégré, c'est fin, c'est souvent sur des montres habillées d'ailleurs. C'est une complication que j'avais beaucoup aimée lorsque j'avais testé la Grand Seiko Snowflake. Alors au niveau des mouvements, on a du Swatch Group 28-24-2, du Swatch Group avec le 321, on a du Hamilton qui n'était à ce moment-là pas encore Swatch Group, on a du calibre 18-61, c'est du Swatch Group, on a du ETA 28-24, c'est encore du Swatch Group, là on a deux japonaises, et puis là encore un mouvement quartz du Swatch Group. Donc ça tourne fort au niveau du Swatch Group, et je vais voir un petit peu comment varier les plaisirs. L'année dernière, j'avais vendu une Rolex GMT Master 2, ça c'est du coup c'était un mouvement Rolex. Il y avait aussi une Belleros 0392 qui était partie, ça c'était également de l'époque Belleros Swatch Group. Donc voilà, ici c'est quelque chose qui m'intéresserait, c'est de varier un petit peu au niveau du mouvement mécanique. Pour le reste, au niveau vintage, j'ai ces deux-ci. Au niveau des montres récentes que je peux mettre tous les jours, il y a celle-ci. Montre iconique, il y a celle-ci. Montre Tool Watch, il y a celle-ci. Montre digitale, celle-ci. Quartz, celle-là. Je ne sais pas, moi, ce qui pourrait bien me manquer. Si vous avez des idées de choses qui sont un petit peu criantes pour vous autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça me ferait plaisir, d'ailleurs. Et voilà. Chaque fois que je vois une chouette montre, en fait, je mets un point d'honneur à la conserver, à conserver sa référence. Voilà, dans quelques jours, je vais vous présenter la liste des montres qui m'ont tapé dans l'œil en 2020. Et qui sait, peut-être, je ferai acquisition de l'une ou l'autre. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sans doute ma liste de courses 2021. À très vite. Ciao.